L'un des moments charnières pour Transformers au cinéma ces dernières années a été la sortie du film Bumblebee. Ce long métrage, à l'origine sans trop d'ambition et devant servir de préquel à la saga de Michael Bay, a connu plusieurs modifications majeures dans ses derniers mois de production afin de devenir une histoire indépendante qui aura servi à rebooter la franchise sur grand écran. Et le truc, c'est qu'on pourrait penser que les seules modifications apportées à ce film ont été dans le but d'en faire un reboot. Or, nous allons voir dans cette vidéo que ce projet a été en réalité bien plus complexe que ce que l'on pense. Bumblebee aurait pu être totalement différent du film qu'on a connu, et pas forcément en bien si vous voulez mon avis. Mais c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. La question que l'on va se poser est de savoir si une version de Bumblebee dans le Bayverse, et avec une esthétique beaucoup plus Bayverse on va le voir, aurait pu être meilleure ou moins bonne. Pour cela, on va s'attaquer à plusieurs points, l'esthétique, le scénario, les concepts, qui auraient pu être abordés dans ce film au lieu de ce que l'on a connu. Mais on cherchera aussi à voir pourquoi et comment surtout Travis Knight a réussi à transformer ce long métrage en un véritable reboot et surtout le film Transformers, encore à ce jour, le plus apprécié des fans et de la critique. Comme souvent, quand on parle d'un projet Transformers post-Age of Extinction, eh bien il va falloir revenir sur la fameuse chambre des scénaristes mise en place par Paramount en 2015. Même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, petit rappel pour ceux qui ne seraient pas au courant. Avec la popularité grandissante des univers cinématographiques, Paramount souhaitait développer le sien avec Transformers et créer un Transformers Cinematic Universe. Pour cela, une équipe de scénaristes ont été rassemblés par le studio, chapeautés par Steven Spielberg et Michael Bay entre autres, afin de définir un chemin que les films devraient suivre sur la décennie qui arrive. En tout, ce sont 14 idées de films qui sont dégagées en l'espace de quelques mois, dont 5 d'entre eux auraient pu être facilement réalisés d'après Steven Spielberg. Ces idées de films, ce sont donc des synopsis, des idées de scénario, mais aussi des concept arts et des idées esthétiques sur ce que Transformers aimerait aborder dans les années qui arrivent. Et croyez-le ou non, c'est là que l'on trouve les origines même de Rise of the Beast par exemple, avec les concepts des Maximals et globalement de tout le lore de Beast Wars qui avait déjà été envisagé à l'époque. Malheureusement, peut-être à cause d'une volonté du studio de vouloir trop en faire, beaucoup de ces scénarios seront tout simplement compressés et imbriqués en un seul film, à savoir Transformers The Last Knight. Ken was working on a pure Arthurian legend tale, but with Transformers in it. And then ours was something that took place in World War II. So one of the things that we're doing in Transformers 5 in The Last Knight is peeling back the curtain on the secret history of the Transformers on Earth, and that they've always been here. For example, we see a flash of Bumblebee's last mission in World War II, where he was in a battle with Nazis. So in this movie, there are logical explanations. Ça, plus la démotivation évidente de Michael Bay sur le projet, a donné le résultat que l'on a connu, à savoir un échec critique et commercial, alors que The Last Knight a été le film Transformers le plus cher à ce jour, approchant dangereusement des 300 millions de dollars de budget, sans compter le marketing qui lui aussi était assez impressionnant. En parallèle, l'autre grande idée mise en chantier était celle d'un film spin-off sur Bumblebee, l'Autobot le plus apprécié du grand public, qui allait donc avoir droit à son film solo. Ce qui est important de rappeler, c'est que le film Bumblebee est un projet qui a été lancé avant le recrutement de Travis Knight en tant que réalisateur. Ainsi, pas mal de concepts aussi bien scénaristiques qu'esthétiques ont existé avant son arrivée. On peut notamment trouver un paquet de designs de Bumblebee se rapprochant beaucoup plus de l'esthétique du Bayverse, tout en y incorporant des éléments d'une coccinelle qui allait être son mode alternatif. Tous ces designs avaient été réalisés avant l'arrivée de Travis Knight. Or, si je ne déteste pas ces idées, on voit qu'il y a une sorte d'incompatibilité à mon sens entre le côté agressif du Bayverse et l'esthétique assez simple et limite mignonne d'une coccinelle. Certains des premiers designs d'ailleurs, sans doute dans le but de vouloir faire plaisir aux fans de G1 ou d'apparaître plus G1, avaient rajouté à Bumblebee des cornes, référence au design original du perso. Mais ce n'est pas tout, sur le plan scénaristique également, certaines choses assez surprenantes avaient été envisagées. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que dans Transformers 5, on nous montrait Bumblebee se battant contre des nazis durant la Seconde Guerre mondiale, et bien dans certains concepts de son film, on le voyait se battre au Vietnam. Ouais. Littéralement. Alors, on peut dire que ça aurait continué ce que The Last Knight avait commencé, mais de vous à moi, est-ce que vous auriez vraiment eu envie de voir Bumblebee se battre au milieu de la guerre du Vietnam? Pas sûr, surtout quand on sait ce que cette guerre représente pour les USA. Très rapidement, plusieurs idées principales se sont dégagées autour de Bumblebee. Le film allait se passer dans les années 80, en référence à la période d'origine de la licence Transformers, mais aussi afin de laisser suffisamment de temps entre cette histoire et le film de 2007, à savoir une vingtaine d'années. L'une des idées également proposées dès le début était d'avoir une protagoniste
protagoniste féminine, même si à l'époque, aucune actrice n'avait encore été castée pour le rôle, avant que ce soit finalement Ellie Steinfeld qui le décroche. Ainsi, à cette époque, plusieurs concept art furent produits, afin d'essayer de trouver une sorte de vibe en fait au film, une ambiance globale. Bon, que l'on se dise, c'était un peu chelou, surtout qu'à l'époque, le film semblait s'orienter vers une esthétique très Bayverse pour Bumblebee, avec une histoire de course de rue. Ouais, on n'est pas passé loin d'un trip à la Fast and Furious. Mais petit à petit, le projet a évolué, et Travis Knight a été embauché pour diriger le film, et c'est notamment lui qui a décidé de simplifier le design de Bumblebee pour obtenir celui que l'on connaît désormais, et qui existe toujours globalement dans Rise of the Beast. Côté scénario, c'est le script de Christina Hodson qui fut choisi, et qui là aussi fut celui que l'on a connu au cinéma, enfin en grande partie on va dire. L'idée globale était donc d'avoir cette relation qui allait se créer entre Bumblebee et la protagoniste humaine, qui allait devenir amie et défendre la Terre contre une attaque des Decepticons. Du côté des méchants au passage, peu de changements furent réellement apportés entre les premières versions du film et la version qui fut finalement choisie. Shatter, Dropkick et Blitzwing étaient envisagés depuis le début, avec des designs parfois légèrement différents, voire très différents, mais leur rôle a très vite été défini dans l'histoire. Ainsi, l'arrivée de Travis Knight dans le projet, alors même que Bumblebee était encore un préquel au film de 2007, a commencé à éloigner ce dernier du style de Michael Bay et des 5 films précédents. Ce qu'il faut noter, c'est que avant l'arrivée de Travis Knight, on était vraiment dans une pure continuité du Bayverse, et dès l'arrivée de ce dernier, il y avait une volonté de s'en éloigner un petit peu, même si ça restait dans la même timeline et la même continuité. Ça respectait ce qui avait été dit dans les films d'avant. Après la sortie de Transformers The Last Night, Paramount a repoussé Bumblebee de 6 mois, de juin 2018 à décembre 2018. Si aucune raison officielle n'a vraiment été donnée, on sait que vers la fin 2017, le studio s'est sérieusement demandé ce qu'ils allaient faire de ce projet. Allait-il le catapulter en salle et le laisser mourir, l'annuler bonnement et simplement, à la manière de ce que Warner a pu faire avec Batgirl, ou allait-on tenter un coup de poker en cherchant à transformer le film en quelque chose de meilleur? Et bien contre toute attente, c'est la dernière option qui fut choisie. Et pour s'assurer d'apporter les meilleures modifications possibles, Paramount a tenu plusieurs projections tests dans la première moitié de l'année 2018, et suite à ces dernières, plusieurs éléments ont été modifiés. Mais avant de parler de ces modifications, parlons de la toute première version finale entre guillemets du film, celle qui était encore un préquel au Bayverse. Dans cette dernière, une bonne partie du scénario ne changeait pas. On a notamment toujours cette relation amicale entre Bumblebee et Charlie, on a toujours Shatter et Dropkick en antagonistes principaux, et Blitzwing au début. De même, la bataille finale et ses conséquences sont similaires, même si dans cette version, les Autobots n'arrivaient pas sur Terre en 1987. En revanche, c'est sur certains points de détail et surtout de continuité, voire de style, que Bumblebee a été modifié. Tout d'abord, le film commençait directement sur Terre. On retrouvait Bumblebee en train d'être traqué par le Secteur 7 et les troupes de l'agent Burns, joué par John Cena. Ce dernier était ici un personnage beaucoup plus sérieux, ayant perdu un proche à lui à cause des Transformers par le passé, justifiant ainsi sa rancœur et sa volonté de traquer Bumblebee pour une raison que l'on ne connaissait pas vraiment. Ce point a été plus ou moins atténué dans le film final, Burns développant une rancœur pour les Transformers au moment où Bumblebee arrive sur Terre et fait un paquet de dégâts, encore plus ensuite dans son combat contre Blitzwing. D'après certains retours qui avaient été faits, le problème principal de cette caractérisation n'était pas tant son idée, mais plutôt la façon dont jouait John Cena, qui n'arrivait pas suffisamment à faire passer ce côté sérieux. Le film final lui donnera donc un côté légèrement plus comique, et dans les cordes de l'acteur, qui à l'époque était beaucoup moins expérimenté qu'aujourd'hui. Mais dans cette scène d'intro justement, on retrouvait aussi une narration de Bumblebee, toujours interprétée par Dylan O'Brien, qui disait entre autres que l'humanité ne méritait pas d'être sauvée, alors même qu'il avait été envoyé sur Terre pour les protéger. I'm done with this mission. Mankind is not worth saving. Là encore, on préparait l'arc du personnage d'une façon différente du film final. Cependant, l'idée globale reste la même, avec Bumblebee qui apprendra à s'attacher aux humains, ou en tout cas dans la version de base, à retrouver foi en eux. Plusieurs scènes de la version de base du film d'ailleurs ont été également différentes, sans que ça n'impacte réellement le scénario. On avait notamment droit à une scène où Charlie nettoie sa voiture après l'avoir obtenue. Et même si je n'ai aucun souci avec l'exécution de cette scène, à proprement parler, elle me rappelle tantôt un comics G1 avec Skids assez chelou, tantôt la façon dont Michael Bay a fait auditionner Megan Fox. Et dans les deux cas, c'est pas le truc le plus ouf qui soit, même si pour le coup, c'est quelque chose que l'on peut difficilement reprocher au film en lui-même, mais plutôt à ce qu'il évoque. Un peu plus tard dans l'histoire, on avait également droit à une scène où l'électroménager de chez Charlie se serait transformé en petit Transformer, scène très inspirée de Revenge of the Fallen, qui fut là aussi supprimée entre les deux versions. Shatter et Dropkick avaient également une petite scène de dialogue en plus dans le secteur 7, et j'avoue que celle-là, pour le coup, j'aurais bien aimé l'avoir gardée dans la version finale, car ça aurait permis de rajouter un peu à leur caractérisation. You're a child. This one is very interesting. That's terrifying.
Enfin, bien sûr, la modification la plus importante entre la version de base de Bumblebee et la version que l'on a connue est sa scène post-crédit, qui nous montrait Megatron à l'intérieur des installations du secteur 7, comme on le voit dans le film de 2007. Cependant, le design de Megatron que l'on aurait vu ici était un petit peu plus typé G1, avec son fameux casque sur le dessus, et pendant longtemps, on ne savait pas à quoi ressemblait ce dernier. Mais récemment, grâce à la gamme de jouets de Rise of the Beast, on a enfin pu apercevoir ce design, même s'il n'est pas 100% fidèle à ce qui avait été décrit à l'époque. Dans l'idée, c'est bel et bien ça cependant. Et c'est sur ça que le film devait se terminer à l'origine. Le secteur 7 disant qu'aucun Transformer ne pouvait découvrir la présence de ENB1, le nom qu'ils ont donné à Megatron. C'est en juin 2018 qu'une ultime projection test fut effectuée avec la version de base du film, et c'est suite à celle-ci que plusieurs modifications majeures furent décidées. Nouvelle scène d'intro, nouvelle scène de fin, suppression et modification de certains points scénaristiques pour détacher l'histoire du Bayverse, et c'est ainsi que l'on a obtenu le résultat connu. En interview, Travis Knight a expliqué que la plupart des modifications apportées étaient des choses qu'il souhaitait implémenter à la base, mais qui allaient à l'encontre de la continuité du Bayverse, que ce soit sur le point scénaristique ou esthétique, comme les scènes sur Cybertron ou l'arrivée des Autobots sur Terre. Lorsque Paramount lui donna le feu vert, il les ajouta et effectua quelques reshoots durant l'été pour changer des dialogues et obtenir sa version du film. Bon, qu'on soit d'accord, le film Bumblebee final n'en devient pas magiquement un film d'auteur ultra personnel, mais il correspond davantage à la vision qu'a Travis Knight, et finalement c'est pas plus mal. Mais alors, y avait-il une meilleure version qu'une autre pour ce film? Honnêtement, j'en suis pas sûr. L'idée globale restait la même. Si vous aimez ou n'aimez pas le film, il est peu probable que votre avis ait été différent au visionnage de l'autre version. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au final, le projet que Paramount a presque envoyé à la mort en décembre 2018 s'est révélé être un déclic qui a relancé la machine. Et c'est peut-être d'ailleurs une question que l'on peut se poser 5 ans plus tard. Pourquoi ne pas avoir continué purement sur cette voie et faire simplement un Bumblebee 2 au lieu de Rise of the Beast qui, par bien des aspects, retrouve les enjeux des 5 films de Bay? Eh bien, c'est une question à laquelle on aura l'occasion de répondre une autre fois, car elle est elle aussi relativement complexe.